Bonjour, je vais présenter dans cette vidéo une méthode pour mesurer très précisément la fréquence d'un signal périodique. Alors vous avez sous le titre un avant-goût de tout le traitement que l'on fait au signal pour extraire précisément sa fréquence. Alors je vous montre le signal que je vais utiliser dans cette vidéo. Il dure à peu près 4-5 secondes, il est issu d'une expérience et on peut vérifier qu'il est bien périodique. Donc on va zoomer dessus, voilà. Donc on voit que le signal est bien périodique et c'est une condition nécessaire pour espérer mesurer précisément une fréquence, de manière évidente. La fréquence de ce signal, c'est à peu près, là je vous montre une seconde. On voit qu'il y a à peu près 2 périodes, donc on va mesurer une fréquence d'environ 2 Hz. Et ce qu'on constatait, enfin ce qu'on devait mettre en évidence dans cette manip-là, c'est un léger décalage en fréquence entre le début et la fin de l'enregistrement. Et ce décalage en fréquence, il était à peu près au millième de Hertz. Donc c'est vraiment c'est petit par rapport à la fréquence de départ. Ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer la fréquence avec en précision relative au 10 millième. Donc ça veut dire qu'il faut une méthode qui est capable de faire ça, et c'est l'objectif de cette vidéo, de vous en proposer une. Alors, et on va montrer que la transformée de Fourier, a priori on pourrait penser à ça en premier temps, ça marche pas. Alors en effet, si je prends un signal de durée t, on montre que la plus petite différence entre deux fréquences où on fait l'analyse de Fourier, ça varie en 1 sur t. En effet, les fréquences d'étude sont de cette forme-là, où n c'est un entier. Et effectivement, si n est un entier, la plus petite différence est 1 sur t. Je vous rappelle l'objectif qu'on doit atteindre, on doit mesurer au millième près, en précision, en précision relative, ça veut dire au 1/10 millième près. Ça veut dire que t c'est environ, l'ordre de grandeur c'est entre 1000 et 10 000 secondes. Donc on voit que 1000 secondes ça fait à peu près 20 minutes, 10 000 secondes ça fait à peu près 3 heures à peu près. Et ça va pas du tout, évidemment on n'a pas un échantillon d'une durée aussi longue, donc clairement la transformée de Fourier là ça va pas. Alors je vais vous expliquer rapidement pourquoi, et ça va me mettre sur la piste d'une autre méthode qui elle est capable de faire cette mesure là précisément. Alors je vous ai représenté une partie du signal d'étude. Et lorsqu'on fait la transformée de Fourier, en fait, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on périodise le signal. Donc on prend le même signal et on va le répéter comme ça à l'infini. Donc voilà, ça prend. Je vais placer comme ça le motif, je vais le répéter plusieurs fois à droite et à gauche. Voilà, donc j'ai répété le signal. On peut placer des axes. Donc là vous avez le signal en fonction du temps. Et la période c'est ici, la durée du signal. Après tout c'est une période puisque je répète le signal, mais c'est pas la période qui m'intéresse. La période qui m'intéresse c'est celle qui est entre là et là. Donc grand T, la durée du signal, elle est ici, et je répète le signal périodiquement. Et le problème en fait de la série de Fourier, pourquoi ça marche pas en fait pour faire des mesures très précises, il est là. C'est que vous avez une discontinuité entre ce point là et ce point là. C'est-à-dire que ça se raccorde mal. Quand je répète le signal, on a un problème de raccordement ici. Le signal est discontinu, et lorsqu'on est dans ce cas-là, la fréquence que je recherche de ce signal ne fait pas partie en fait de cette collection-là. C'est pas de la forme n sur t où n est un entier. Et évidemment, c'est totalement improbable que lorsqu'on fait un enregistrement de durée t, que ça tombe
juste en fait. Par exemple, que le maximum ici, ce soit exactement, ça correspond exactement à la durée grand T, et dans ce cas, qui serait atteint exceptionnellement, hein, c'est un gros coup de bol, si la durée d'enregistrement était pile poil correspondait à une période entière, dans ce cas-là seulement, la fréquence du signal ferait partie, s'écrirait sous cette forme-là. Et donc en fait le problème il est pour la transformée de Fourier il est là. Lorsqu'on périodise le signal, il y a une discontinuité. Donc donc la solution en fait, dans un premier temps, la première chose à laquelle on pourrait penser, c'est puisque on est embêté par cette discontinuité, ben enlevons les bords du signal. Voilà, c'est ça qui me premier pas, qui me guide vers une autre méthode. Donc je vais reprendre le signal et je vais vous montrer comment on peut enlever les bords entre guillemets. Hein. Vous allez voir comment je fais. Donc j'ai repris le signal un petit peu plus grand en nombre et j'ai pris une durée plus longue. Et à partir de maintenant, je ne vais plus travailler avec le temps mais avec le numéro d'échantillon. Ça ne change strictement rien puisqu'il y a une relation très simple entre le temps et le numéro d'échantillon. Donc le signal, les bords là me pose problème. Donc l'idée c'est pour enlever les bords, c'est de construire un nouveau signal de cette forme là. Je vais le multiplier par une fonction qui s'annule en n égale à 0 et en n ici égale à 2000. Disons que pour fixer la notation, je vais dire que j'ai grand N échantillon. Donc grand N, ça vaut à peu près 2000. Et le paramètre qu'il y a ici, on va dire que c'est, on va le prendre égal à n sur 2. Donc ça, on est à peu près à la moitié. Et cette fonction, en fait, c'est une, vous la reconnaissez, c'est une gaussienne qui est centrée en n, petit n égale p. Hein, donc le maximum de la gaussienne, c'est aux alentours de n égale 1000. Et ça s'annule sur les bords. Et on choisit alpha pour que la valeur sur les bords soit vraiment très petite. Alors je vais prendre, alors je l'appelais epsilon, cette valeur, et je vais prendre epsilon égale 1 millionième. Donc ça veut dire que, alors je vous laisse faire le calcul, alpha dans ce cas est égal à, voilà, donc on a cette valeur de alpha. Donc je vous laisse faire le calcul et vous pouvez constater que lorsque petit n vaut 0 et petit n vaut grand N, le terme qui est là vaut à peu près, oui, vaut à peu près epsilon, c'est-à-dire 10-6. Hein, il se trouve que quand on prend cette valeur, ça marche bien. Alors ça donne ceci. Donc voilà, vous avez comme résultat ceci. Donc ça, ce que vous avez comme signal, je l'ai appelé xn, en fonction du numéro d'échantillon. Et on voit bien que sur les bords, ça vaut, c'est vraiment une valeur qui est toute petite, et donc c'est quasiment plat. Et l'avantage de cette façon de procéder, c'est que on n'a plus de problème au bord, puisque le signal s'annule à cet endroit-là, et donc on a éliminé un problème. Une fois qu'on a fait ça, on s'inspire de la transformée de Fourier, on fait une convolution avec une fonction, les fonctions cosinus et sinus. Alors pour simplifier, moi je vais travailler directement avec l'exponentiel complexe, parce que dans l'exponentiel complexe, il y a du cosinus et du sinus. Hein. Je vous rappelle que x exponentielle ix, c'est cosinus x plus i sinus x. Hein, donc si je travaille avec l'exponentiel complexe, j'ai directement du cosinus et du sinus, et en plus les calculs ils sont plus faciles. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas pour objectif de vous expliquer ce que c'est qu'une convolution. Je vais utiliser cet outil-là, et en fait plus tard dans la vidéo je vais faire la démonstration, et on verra que ça marche bien. Donc je vais définir ce signal-là, y de k. Je vais dire que c'est la somme pour n qui vaut 0 jusqu'à grand n-1 de xn fois un échantillon, donc
une fonction, un autre signal que je vais appeler WN, qui est sinusoïdal. Donc c'est en fait la convolution en fait permet de voir à quel point WN il est dans XN. Ça sert à ça une convolution dans ce cas. Et WN, je vais choisir ceci. C'est exponentielle 2i pi f de t. Alors je vais expliquer dans un instant ce que c'est f de t, fois l'exponentielle. Je vais faire exactement la même procédure que pour ce signal-là. Je vais aplatir les bords. Donc ici c'est alpha n moins p au carré. Donc là on reconnaît une gaussienne. Et la fréquence ft, en fait c'est une fréquence test. C'est-à-dire que la méthode que je vais vous proposer, en fait on va dire qu'elle est un peu myope. C'est-à-dire elle voit très très bien de près, comme tous les myopes. Mais si vous dites pas à la méthode où il faut chercher, eh ben, elle va pas trouver la bonne fréquence. Donc FT, en fait, il faut voir ça comme une fréquence test, et il faudra la choisir, à lui donner une valeur qui est proche de la valeur qu'il faut trouver. Donc on a vu au tout début que FT c'est à peu près 2 Hz, donc il faudra lui donner une valeur qui est aux environs de 2 Hz, et dans ce cas, la méthode, elle va trouver exactement la bonne valeur. Mais si vous choisissez FT égale 100 Hz par exemple, la méthode, dans ce cas-là, elle ne marche pas du tout. Donc dans cette méthode-là, il faut faire attention à ça. Vous devez dire à peu près où il faut chercher la fréquence. Et ici, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas n, mais c'est k moins n. Autant pour moi. Voilà, donc quand on fait la convolution, là, qui est ici, on obtient le signal suivant. Voilà, donc c'est ce signal-là. Et ce signal-là, donc on l'avait appelé YK. Donc voilà, je renomme l'indice, c'est YN en fonction de N. Alors ce que vous remarquez, c'est que c'est pas la fréquence du signal qui a changé. On va de 0 à 4000. Donc ça c'est pour, je ne l'ai pas précisé, mais ici on doit calculer YK pour K appartient à 0 jusqu'à 2N moins 1. Donc il faut, on calcule un peu plus de valeurs, et ça donne ceci. Une fois qu'on a obtenu ce signal-là, en fait, on peut faire l'inverse de ce qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire qu'on avait aplati les bords au tout début, et en fait, je vais faire l'inverse, je vais diviser par une gaussienne pour récupérer du signal à droite et à gauche de ce paquet. Donc on va fabriquer le signal suivant, c'est YN, fois l'exponentielle. Alors ici, il n'y a plus un moins, il y a un plus, puisque je divise par une gaussienne. C'est pas alpha, mais alpha sur 2, donc ça je vais justifier dans les calculs. Et ici, on a petit n moins 2p, en fait 2p c'est égal à n, je vous le rappelle. Et quand on fait ça, ça donne le signal suivant. Alors, ça donne ceci. Donc on voit que le signal, en fait il y avait du signal sur les bords, il y avait du signal, et on l'a mis en évidence en multipliant par, en divisant par une gaussienne, donc en multipliant par exponentielle de plus ce terme-là. Donc ça donne ceci. Alors on voit que l'amplitude là elle est bien constante si on ne regarde pas sur les bords. Sur les bords on voit qu'il y a des effets qui sont, le signal on va dire se dégrade un petit peu quand on approche des bords en 0 et autour de petit n égale 4000. Et donc ce signal on l'avait appelé Zn. Et ce que vous remarquez, c'est que ce signal, il ressemble à une sinusoïde. Alors c'est là qu'on voit que cette méthode elle est très efficace. En fait,
le fait de dire qu'elle est myope, c'est vraiment le bon terme. C'est-à-dire qu'on lui a dit de chercher autour d'une certaine fréquence, et elle a vu effectivement que ce qu'il y avait autour de cette fréquence-là. Donc finalement, la méthode, ce qu'elle a réussi à détecter, c'est le fondamental du signal périodique. Et les harmoniques en fait sont passées à la trappe, et du coup je vais pouvoir maintenant extraire précisément la fréquence. Alors ce que je vais extraire maintenant, ce signal-là, si je regarde que cette partie-là, ben, je peux me dire que, bon, en gros c'est une fonction sinusoïdale, donc c'est de la forme Zn égale une amplitude exponentielle. Alors ce que vous voyez ici, c'est la partie... vous avez vu qu'on travaille avec des exponentielles complexes. Hein, c'est ici. Pardon, excusez-moi, c'est là. Hein, exponentielle 2i pi ft fois n. Donc ce que vous avez ici, c'est uniquement la partie réelle, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez pas tout le signal, mais si je représentais la partie imaginaire, ça donnerait la même courbe qui est déphasée d'un quart de période. Donc Zn, c'est de la forme exponentielle. Tout ça, je vais le justifier par le calcul dans un instant. Donc ça fait I pi f de t plus f de r. F de r, c'est la fréquence que je recherche. En fait, c'est la fréquence que je veux déterminer, qui est la fréquence de mon signal. Hein. Et ce que je suis en train d'écrire là, il faut le démontrer. Hein, c'est ce que je vais faire dans un instant. Donc, je continue à écrire mon expression, plus une phase initiale que j'appelle phi 0. Donc en gros, sur cette partie-là, le signal, on peut l'écrire comme ceci. Donc comme c'est pas rigoureusement égal, je mets environ. Donc quand je regarde cette expression, ben, je vais m'intéresser particulièrement à la phase. Hein, en effet, la phase que je vais l'appeler phi de n. Donc c'est cette partie-là hein, qui est dans l'exponentielle. C'est pi fois fr plus ft plus une phase phi 0 fois n. Et ça, on peut très facilement le déterminer. Hein, en Python, en fait, il y a des fonctions qui font ça pour vous très facilement. Et quand on détermine tous les phi n, et qu'on enlève toutes les discontinuités, puisque un angle est toujours défini à 2 pi près, donc si on enlève toutes les discontinuités, donc tous les sauts de plus pi à moins pi par exemple, ça donne ceci. Alors, on a ce résultat. Et ce que vous avez ici, c'est phi de n en fonction du numéro d'échantillon, et on voit que ça fait une belle droite. Hein, je vous rappelle l'expression de phi de n. C'est pi f de r plus f de t fois n plus une phase à l'origine phi 0. Ça veut dire que la pente de ce truc-là, ben c'est ce que vous avez ici. C'est égal, donc la pente c'est égal à pi f de r plus f de t. Donc je vais démontrer ça dans un instant. Et il y a des méthodes hein, qui permettent de mesurer très précisément, numériquement, cette pente. Ce qui fait que ben, j'arrive au bout de ma méthode. Une fois que j'ai mesuré ce terme-là, la pente, f de t, ben, je le connais parce que en fait, c'était donné au départ. Hein, je sais que je dois trouver à peu près 2 Hz dans mon cas. Et donc je connais la pente, je connais f de t, et ben je peux en déduire f de r en utilisant ben, la formule, je vais isoler f de r. Donc on a ce résultat là. On a également ça peut être utile, la valeur de phi 0. On peut également avoir, si on revient un petit peu en arrière, on peut également avoir accès à l'amplitude. En fait, il suffit de prendre le module de ce complexe-là pour les valeurs autour de n égale 2000, hein, donc au centre.
Hein, donc je peux faire une moyenne et je vais trouver l'amplitude du signal qui est proportionnelle en fait à l'amplitude initiale. Et quand on prend le signal qui est ici, hein, donc celui qu'on avait au tout début, quand on déroule toute la méthode et qu'on superpose le signal initial et le signal reconstruit, donc c'est-à-dire avec la bonne amplitude, la bonne phase, la bonne fréquence, on trouve ceci. Alors, voici le résultat. Donc on voit que, alors ce que vous avez en vert, c'est S de N, et en rouge, c'est le signal reconstruit. Et on voit que, en tout cas au niveau de la fréquence, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que, enfin en tout cas à l'œil nu, on voit que ça marche bien. Vous remarquez que au niveau de l'amplitude, ça va pas, mais c'est normal parce que le signal qui est en vert n'est pas périodique, il y a pas mal d'harmoniques, et les écarts que vous observez entre le signal rouge et le signal vert, et ben c'est à cause de toutes ces harmoniques. Donc on pourrait, donc là il faudrait continuer à travailler, déterminer l'amplitude de la première harmonique, deuxième, troisième, et normalement quand je somme, je vais retrouver, je vais me rapprocher de plus en plus du signal initial. Mais moi ce que je veux c'est juste la fréquence. Donc pour mon objectif, je vais m'arrêter là. Et maintenant je vais vous démontrer la formule en fait je vais vous démontrer, faire l'approche théorique qui va justifier toutes les formules que j'ai utilisées tout au long de ma méthode. Donc passons à l'approche théorique. Dans le calcul que je vais faire, il est assez fastidieux, il y a beaucoup de termes. C'est juste pour vous montrer que ça va justifier en fait chacune des formules que j'ai utilisées. Donc évidemment, si ça vous intéresse pas à ce que je peux comprendre, vous pouvez sauter cette partie-là. À la fin de la vidéo, je vais faire un petit résumé de toute la procédure. Alors, commençons le calcul. Je vais prendre comme signal, un signal, on va dire, parfait. Comme ça va justifier la méthode. Je prends ce signal-là. Donc c'est f de r fois n, de fréquence f de r, avec une amplitude grand A. Je vais faire le calcul avec ce signal-là, et bien sûr, mon objectif c'est de déterminer f de r. Hein. Donc dans la théorie, je fais comme si je connaissais le signal pour voir que je retrouve bien fr à la fin. Bien entendu, le signal de départ est réel, donc ce sera plutôt de la forme cosinus de pi fr fois n. Et on sait que le cosinus est une combinaison d'exponentielles complexes, ce qui fait que à partir du moment où j'ai démontré le résultat pour les exponentielles complexes, en fait je pourrais très rapidement le généraliser au cosinus et au sinus et à n'importe quelle fonction sinusoïdale. Donc je commence par calculer x de n, qui vaut Sn fois exponentielle de moins alpha n moins p au carré. Je peux calculer yn, donc c'est excusez-moi, c'est pas yn mais c'est y de k. Bon, c'est pas très important finalement le nom des indices, mais je vais respecter la notation que j'ai choisie. C'est la somme pour n égale 0 jusqu'à n-1 de xn. Donc je recopie ce truc là et je remplace Sn par ce que ça vaut, donc ça fait a exponentielle de pi f de r fois n, moins, donc j'utilise les propriétés des exponentielles, hein, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b, fois le wn, donc je vous fais un petit rappel. Donc voici l'expression de wn, et ici ce que je dois mettre, c'est w de k-n. Donc il suffit de remplacer petit n par k-n. Donc on remplace n par k-n. Donc ça donne l'expression suivante. Donc cette fois-ci je développe, donc c'est là que c'est un petit peu lourd.
ça donne ceci. Donc je vais développer le carré ici et le carré là. Voilà, je vous avais prévenu, le calcul n'est pas spécialement compliqué, mais par contre, qu'est-ce qui prend de la place, hein. Donc, alors je vais détailler un petit peu la partie qui est là se retrouve ici. Et la partie qui est ici se retrouve ici. Donc du coup ça fait beaucoup de termes, il faut l'avouer. Je vais sortir de la somme tous les termes qui dépendent pas de n. Donc on va les identifier. Il y a celui-là. Ensuite, donc ça non, celui-là, 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 ici il y a n, celui-là. Donc ça fait 5 termes que je peux sortir de la somme puisqu'ils ne dépendent pas de n, et je remarque qu'il y en a 2 qui sont identiques. Donc ça donne le résultat suivant. Bon, j'ai recopié la dernière équation et je vais mettre en facteur donc tous les termes que j'ai indiqués. Voilà, ça donne ceci. Alors, on a une simplification ici, le 2 alpha np et le moins 2 alpha np se simplifient. On remarque aussi que le moins alpha n carré, il apparaît 2 fois. Et normalement, je n'ai oublié aucun terme. Donc là, heureusement, ça se simplifie un petit peu, hein, il y a moins de termes. Je vais m'intéresser maintenant à ce qui se passe ici. Ça veut dire que cette partie-là, que je vais encadrer en jaune, je vais pas la recopier, hein, dans les lignes qui suivent, juste pour gagner un petit peu de temps. Donc je vais juste mettre un rectangle jaune et je vais maintenant travailler sur ce terme-là. Alors ce que je vais faire, c'est essayer de faire apparaître quelque chose au carré. Donc ça va donner ceci. Voilà, j'ai commencé à modifier l'exposant là. J'ai mis moins 2 alpha en facteur, ce qui fait que j'ai n carré. J'ai ce terme-là. Alors si vous voulez être absolument convaincu que c'est la même chose, ce qu'on peut faire, c'est que le moins 2 alpha, vous le remettez, vous le redistribuez dans la parenthèse, et on retrouve chacun des termes. Hein, donc c'est 2 alpha kn, le moins 2 alpha avec le moins qui est là, ça fait plus, n fois k, et ensuite le terme qui est là, lorsque je mets moins 2 alpha, ça va donner un 2ip ici, fois n, fois fr moins ft. Donc normalement, ces deux expressions sont équivalentes. Et ce que je vais rajouter, donc je vais la modifier un petit peu cette expression, je vais rajouter 2 termes qui sont identiques, mais de signes opposés. Donc c'est comme si je rajoutais 0. J'ai le droit de faire ça. Voilà, j'ai rajouté ce terme-là, et ici, attention, c'est un signe moins, et je le retire. Donc ça, évidemment, j'ai le droit de faire ça. Et il y a une autre manip que je dois faire, c'est que je vais rajouter un coefficient 2 ici, et dans la parenthèse, je vais diviser par 2. Et quand vous regardez bien ce terme-là, et bien ici vous reconnaissez une identité remarquable. Donc regardez bien, petit a, c'est un terme du style a plus b, le tout au carré, où a ce serait n, et b ce serait ce terme-là. Hein, en effet, ce terme-là, regardez-le bien, il est ici au carré. Donc ça me donne l'équation suivante. Voilà, ça donne ceci. Ce terme-là, c'est le terme qui était là. Donc le terme de tout au bout. Et ici, j'ai mon identité remarquable avec n d'un côté et b, hein, ça plus b au carré, qui est ce terme-là, avec un signe moins. Et ce que vous constatez, c'est que ici, ça ne dépend pas de petit n. Donc ce terme-là, tout ce terme-là, je vais pouvoir le sortir de l'équation, de la somme, pardon. Ce qui fait qu'on obtient l'équation suivante. Voilà, ça donne ceci. Donc ce terme-là, je l'ai sorti de la somme, hein. Et j'ai utilisé les propriétés des exponentielles, hein.
le fait que la exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Ici, j'ai pu mettre un facteur exponentiel de ce terme-là, et je l'ai rajouté à ce que j'ai mis dans le rectangle jaune qui est là. Et donc, ça me donne l'expression suivante. Quand on remet le terme en jaune dans cette expression-là, voilà, j'ai recopié l'intégralité de l'expression, donc du coup on se retrouve de nouveau avec un terme assez compliqué là, devant la somme. On va remanier ce terme-là, ça donne... Voilà, ça donne ceci. Alors, cette fois-ci, je vais travailler sur ce qui est devant la somme, et je ne touche plus à la somme. Donc du coup, pour simplifier, pour que ce soit moins pénible à écrire, je mets juste le rectangle rouge, et donc il faudrait que je réécrive tout ce qu'il y a dedans pour bien faire. Donc je vais remanier ce terme-là, en particulier, ce qui m'intéresse, c'est ce terme-là, le 2ipi-ftk, et ce qu'il y a ici, et ça donne la chose suivante. Alors je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur de calcul. Lorsque ce terme-là, lorsque je le sors, ici on a un plus. Voilà. Ici on a un signe plus. Ce qui fait que là on a un signe plus, ici. Et du coup, ça modifie aussi les termes qu'il y a ici. Voilà, j'ai corrigé l'erreur de signe. Sinon ça ne s'arrangeait pas malheureusement. Donc évidemment dans ce genre de calcul c'est quand même pas évident de ne faire absolument aucune erreur, hein, donc il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça me donne la ligne suivante lorsque je vais remanier ce terme là. On voit qu'il y a des simplifications qui vont se faire, hein, puisque là on a du alpha k au carré, là aussi on a du fr moins ft fois k ici aussi, donc on va pouvoir simplifier un peu. Voilà, ça donne ceci. Donc j'ai regroupé certains termes. Et ici, je suis en train de préparer un terme, et je reconnais de nouveau une identité remarquable. En effet, si je mets un 2 ici, et si je divise par 2, hein, évidemment j'ai le 3, et ben je reconnais une identité remarquable du type a plus b, enfin a moins b au carré. Donc ça donne le terme suivant. Et ici, on a ce terme-là qui est apparu, hein, donc c'est pi fr plus ft fois k. Ça donne ceci. Donc voici l'expression. Et là, je vais maintenant pouvoir calculer ce que j'ai appelé z de k, c'est-à-dire que ce y de k, je vais le multiplier par... plutôt je divise par une gaussienne, et on va voir qu'il y a un terme qui va se simplifier. Donc, je rappelle la définition de zk, et donc quand je le réécris, ça donne quoi? Donc z de k cette fois-ci. Alors il me semble que plus haut j'avais écrit z de n, mais c'est pas grave, c'est juste on renomme les indices, hein, z de n, z de k, c'est pareil. Hein, il suffit de remplacer n par k pour passer d'une expression à l'autre. Donc ça va donner quoi? Ça se donne ce terme-là. Donc je vais l'écrire en jaune, exponentielle de alpha sur 2 k-2p au carré. Alors ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais rentrer un 1/4 dans le carré. Ce qui fait que ce terme-là, qui est ici, en fait il est équivalent à celui-là. Donc il y a 2 alpha, et il y a 1/4 qui rentre dans le carré, et donc ça devient un demi, forcément, donc ça fait k sur 2 moins p. Donc je fais directement la transformation, et on voit que ça va bien s'arranger avec ce terme-là. Moins 2 alpha, donc je recopie en fait ce terme-là. Voilà, ça donne ceci, et je constate
que ces deux termes ils se simplifient, hein. On peut changer le signe dans le carré, hein, ça ne change strictement rien. K sur 2 moins P au carré, ben, c'est égal à P moins K sur 2 au carré. Et du coup, on a une expression qui s'est bien simplifiée. Et ça donne, quand on réécrit l'ensemble, sans ces deux termes-là, ça donne ceci. Voilà, ça donne ceci. Je me rends compte qu'il y a un terme que j'ai oublié, c'est l'amplitude, en fait, que j'ai systématiquement oublié, donc je vais la rajouter, mais c'est bon, on est bien d'accord que c'est pas ce terme-là qui est compliqué, hein, c'est tout le reste. Voilà, donc j'ai corrigé. Ce terme-là, ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, si je fais la somme de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ce terme-là, il est constant. Hein, donc c'est... Alors le fait que je fasse pas la somme de moins l'infini à plus l'infini, bah, du coup, bah, il n'est plus constant. Hein, il dépend ici de grand N. Et on pourra quand même dire qu'il est à peu près constant si la valeur de... Je me suis rendu compte qu'il y avait encore une petite erreur, j'avais remplacé n par k, donc là, bon, j'ai corrigé. Voilà, donc je reprends ce terme-là. Finalement, on peut considérer que ça c'est moins l'infini et que ça c'est plus l'infini si k est à peu près égal à grand N sur 2, si c'est à la moitié, quoi. Hein, en effet, l'exponentielle, là on voit que c'est un carré et n moins k sur 2. On a ce terme-là qui va être très petit sur les bords de la somme, donc quand n est proche de 0 et quand n est proche de grand N moins 1. Si k est proche de grand N sur 2. Et ça explique pourquoi, alors c'est un petit peu plus bas, ça explique pourquoi on a des petits problèmes sur les bords de ma fonction de la z de n, en fonction de n, on a des problèmes sur les bords, donc quand n est proche de 0 et n est proche de la valeur 2n en fait, on a des valeurs qui sont pas qui marchent pas bien. Alors c'est pas tout à fait correct puisque c'est autour de k égale grand N, puisque ici il y a un k sur 2. Donc je répète, hein, si k est proche de grand N, eh bien les termes de la somme ils sont... J'ai rédigé un petit peu. Donc c'est comme si on avait pour k proche de n, on a comme une somme de moins l'infini à plus l'infini, et cette somme du coup est constante. Et par contre, quand k est proche de 0 ou k proche de 2 fois grand N, là on a des petits problèmes, et je vous remontre, hein, effectivement, quand k est proche de 0 et k est proche de 2n, l'approximation que j'ai écrite là, bah, elle ne marche plus. Donc considérons que ce terme il est constant, et finalement on a z de k, c'est environ, ben, on a la conclusion, z de k, c'est environ égal à une constante, enfin l'amplitude grand A, fois l'exponentielle de I f de r plus f de t fois k, fois un terme qui, si je choisis f de r proche de f de t, hein, c'est là que je vous ai expliqué que la méthode que je vous propose, elle est myope en fait. C'est-à-dire que quand vous lui dites où chercher, si c'est le bon endroit, c'est très bien. Et si vous lui dites de chercher à côté, c'est-à-dire que si la bonne fréquence c'est 1 Hz et vous lui dites de chercher autour de 200 Hz, alors là, ça va pas du tout marcher. Parce que ce terme-là, il va être proche de 0 uniquement si f de r est proche de f de t. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire aussi que comme la méthode est myope, c'est aussi un avantage, c'est-à-dire qu'elle ne voit que les fréquences qui sont proches de la fréquence test qu'on a choisie. Donc ça, c'est aussi un avantage de cette méthode finalement. Donc imaginons que je prends f de r très proche de f de t, en fait le terme qui est ici est quasiment égal à 1. Hein, c'est pour f de r, enfin plutôt f de t,
choisi suffisamment proche de f de t. Donc on part de S de n, on calcule xn avec cette formule. Donc une fois qu'on a fait la convolution et obtenu yk, on divise par une gaussienne, donc on fait l'inverse de ce qu'on a fait. Donc c'est y de k fois l'exponentielle de alpha sur 2 k moins 2p au carré. Une fois qu'on a fait ça, on se rend compte que z de k c'est environ égal donc z de k c'est cette expression là pour k proche de n. Donc il suffit d'extraire, donc c'est très facile en programmation d'extraire la phase et de mesurer pi fois fr plus ft. Et on en déduit, connaissant pi, enfin la pente, ce que j'appelais la pente, connaissant ft, j'en déduis f de r. Je peux également en déduire l'amplitude et je peux également, ça je l'ai oublié, c'est je peux également en déduire la phase à l'origine, puisque a priori le signal S de n il peut avoir une phase non nulle à l'origine. Donc ça résume toute la méthode qui permet de retrouver f de r. Donc on en déduit f de r. Et bien sûr, cette méthode-là, si jamais vous choisissez f de t trop loin de f de r, trop éloigné, donc la méthode va pas forcément vous trouver f de r avec la précision maximale, mais c'est pas très grave, il suffit de relancer la procédure en prenant comme nouvelle ft le f de r de l'étape précédente. Et on peut le faire, en général 2 fois ça suffit, mais on peut le faire plusieurs fois jusqu'à ce que la suite converge vers un point fixe. Mais en pratique, vous le faites une fois, ça suffit, éventuellement 2 fois, si si vous pensez que c'est pas tout à fait la bonne valeur. Voilà, donc finalement, dans cette vidéo, je vous ai montré une méthode qui permet de mesurer précisément la fréquence d'un signal périodique quand on a à disposition un échantillon qui est pas suffisamment long, enfin où il n'y a pas suffisamment d'échantillons pour pouvoir le faire avec la transformée de Fourier. Voilà pour cette vidéo.